Vous êtes diplômé de Sciences Po, vous êtes expert financier, vous êtes conseil en création d'entreprise. Vous êtes marié à une princesse béninoise, ce qui vous donne une connaissance du terrain africain. Est-ce Absolument. qu'on peut considérer que Olivier Piacentini est un lanceur d'alerte sur l'utopie mondialiste? On peut m'appeler comme ça. Enfin, lanceur d'alerte, si vous voulez, je trouve que le terme relève plus de l'investigation. Et alors que moi, je suis surtout un analyste, si vous voulez. Vous voyez, vraiment, je pense que ma grande force, c'est d'arriver à analyser tout ce que je découvre de l'actualité et aussi beaucoup de mon quotidien, puisque j'ai un cabinet de conseil où je m'occupe beaucoup de PME, PMI. Et puis, ayant perdu mon permis de conduire il y a quelques années dans des conditions un peu difficiles, je prends les transports, je suis amené à discuter très souvent avec les gens de la rue, et tout ça m'inspire beaucoup pour, je dirais, observer véritablement et analyser tout ce qui se passe. Et mon analyse est basée à la fois sur l'actualité, les grandes tendances, que j'analyse sur 30, 40, 50 ans, et puis également mon expérience terrain, à la fois dans mon métier, mais à la fois dans la vie que j'ai et le contact assez facile que j'ai avec la plupart des gens que je rencontre, et j'arrive à découvrir pas mal de choses. Pourquoi individualisme et collectivisme génèrent des civilisations inconciliables d'après vous? Inconciliable, je ne sais pas si c'est le mot, mais en tout cas très différente. Et il est bien évident que dans le livre, j'explique que c'est l'individualisme qui est le trait caractéristique de la civilisation occidentale par rapport à toutes les autres qui sont des civilisations holistiques, c'est-à-dire qui privilégient le groupe sur l'individu. L'Occident a fait le pari, je dirais, enfin, de l'inverse. Il y a ce pressenti que l'individualisme permet, si vous voulez, de développer la créativité, de développer l'inventivité, et notre civilisation a progressé beaucoup plus. C'est-à-dire qu'en Occident, ce sont les individualités, leur créativité qui priment, et le groupe ensuite s'adapte à tout ce qui émane comme nouveauté de cet individualisme créatif. Alors que dans les autres civilisations, c'est la tradition et le passé qui priment, et aux individus je dirais, d'éteindre un petit peu leur particularisme pour rentrer dans un moule que l'on veut perpétuer éternellement. Il est bien évident que dans ce cadre-là, la créativité occidentale est bien supérieure. Et si on souffre parfois de cet individualisme excessif où l'on juge qu'on n'a pas assez de chaleur humaine, etc., nous profitons quand même de progrès et d'évolutions qui sont sans commune mesure avec les autres civilisations. Et je pense que ça va durer malgré notre déclin. Alors, dans votre ouvrage, vous citez Douglas Kennedy, qui a écrit dans Naissance et déclin des grandes puissances, il a écrit la chose suivante, je cite, la chute des grandes civilisations est toujours précédée d'une flambée de l'endettement. Exactement. Alors, est-ce que l'Occident est dans cette impasse et pour quelles raisons? Tous les pays européens et occidentaux sont surendettés. Et alors, en plus, ce qui est terrible, c'est qu'on va vous dire, et on me répond souvent, oui, mais la dette, si c'est pour des infrastructures, des choses, des trucs comme ça, c'est pas mauvais. C'est vrai que financer des infrastructures et de la modernité, des choses qui durent, ça peut se financer par la dette et ça peut se comprendre. Mais depuis un certain nombre d'années, on assiste dans un pays comme la France, qui est le typique, à une baisse des investissements de long terme et à une hausse, par contre, des dépenses publiques liées, par exemple, à l'assistanat social, à l'augmentation du nombre de fonctionnaires. Et ce que nous finançons là sur le très long terme, c'est le train de vie à court terme, c'est-à-dire les salaires des fonctionnaires et l'assistanat social, qui ont progressé considérablement ces 20 ou 30 dernières années. Donc, bien entendu que nous sommes surendettés. Nous sommes surendettés à un point qu'aujourd'hui, à tout moment, n'importe quel pays de la zone euro peut être mis en faillite par les marchés financiers. J'avais expliqué l'année dernière dans un article à Boulevard Voltaire que chaque hausse de points d'intérêt coûte 36 milliards d'euros au budget de l'État. Donc 1 point 36 milliards, 2 points 72, 3 points 108. Le budget de l'État français, c'est à peu près 400 milliards d'euros. Donc vous voyez que c'est quand même chaud. Hein. Et là, on peut se retrouver très vite en faillite. J'avais parlé de ça dans un article à Boulevard Voltaire l'année dernière, au moment où la plupart des grands économistes nous vendaient la dette. Il fallait s'endetter, les taux sont négatifs, allez-y, et ça rase gratis. Cette année, M. Villeroy de Gallo, en mai, a dit ce que je vous ai dit, il faut freiner, il faut tirer de la sonnette d'alarme, ça coûte trop cher au budget de l'État, les hausses de taux d'intérêt. Je l'ai dit l'année dernière. Il savait bien, M. Villeroy de Gallo. Pourquoi il n'a rien dit?
Parce qu'il était en service commandé, on lui a dit de se taire pour valider ou au moins ne pas mettre en encombrement à la politique mortifère de notre gouvernement. Vous avez également ajouté qu'à tout ceci se rajoute le coronavirus et vous dites que le coronavirus, c'est le coup de grâce porté à l'Occident. Pourquoi? Eh bien, parce que l'Occident applique à tort et à travers et à l'excès des politiques keynésiennes sans aucune raison. C'est-à-dire que, vous voyez, moi je ne suis pas keynésien, je suis libéral, je suis plutôt pour la version Hayek. Je ne vais peut-être pas rentrer dans les détails idéologiques et les détails de théorie. Mais je reconnais à la théorie Hayek une validité, sauf qu'il faut bien la lire. Il disait qu'il fallait que l'État intervienne, quitte à s'endetter et à se mettre en déficit, dans les cas de grande crise, et que cette situation de déficit et de dette devait durer 1 an et demi, 2 ans, 3 ans maximum pour aider, je dirais, une économie à repartir. Donc moi, je ne suis pas tellement d'accord avec ça, mais enfin, disons que ça tient debout. M. Keynes n'était pas un malade mental. Bon, mais il se trouve que depuis 40 ans, en France et dans beaucoup de pays occidentaux, nous sommes dans des situations de déficit permanent depuis 40 ans. Donc, ce n'est pas utilisé en cas de situation de crise, c'est permanent. Et comme je viens de vous le dire, c'est utilisé pour payer le train de vie courant des États. Bien. Dans ce cadre-là, que fait-on quand arrive une crise? On est déjà à 3-4% de déficit courant en temps normal. Et quand une crise arrive, le déficit explose dans des proportions qui sont folles. Et alors, quand on a une crise comme le coronavirus, où on a prolongé, à mon sens, de façon totalement inconsidérée et irresponsable, des politiques sanitaires hyper restrictives, où on a complètement bloqué l'activité pendant 2 ans, il est bien évident que tout ça est compensé encore une fois par la dette. Mais la dette à ce train-là, c'est quoi? Ça revient à la planche à billets, si vous voulez. C'est le quantitative easing avec la BCE qui est pratiqué, tout ça, on utilise des grands mots ronflants. Mais en réalité, c'est une forme de planche à billets. On en arrive à une situation de dégradation terrible de nos comptes publics et de notre monnaie. Un peu de géopolitique pour terminer. Ukraine, Russie, Amérique. Assiste-t-on au scénario renouvelé Afghanistan, Irak, Libye? Où sont les erreurs et chez qui selon vous? Alors, Afghanistan, Irak, Libye, oui, mais enfin, il y a quand même une grosse différence, c'est que là, on se heurte à des grandes puissances. Vous voyez, jusqu'à présent, nous nous sommes heurtés à des pauvres pays malheureux, sans haie, et en plus, on se fait jeter. C'est ça qui est extraordinaire, parce que ça fait depuis les années 50, entre la Corée, le Vietnam, l'Algérie, l'Indochine, tout ce que vous voulez, on prend raclé sur raclé de tous les côtés, que ce soit les Américains, les Français, les Anglais, bref, Irak. Et là, maintenant, malheureusement, on est confronté à du dur, parce que la Russie, c'est pas l'Afghanistan, vous voyez, c'est pas la Libye, et la Chine, dont je parle depuis 2 ans, c'est-à-dire très précisément depuis l'élection de Biden, j'annonce que la Chine va attaquer, eh bien, je pense que ça ne va pas tarder, vous voyez. Je pense qu'en fait, là, ils sucent la roue de la Russie, vous voyez, ils attendent de voir comment ça se passe. Tous les jours, ils font passer des avions dans le ciel taïwanais, et puis le jour où ils sentent qu'ils sont capables, et surtout que l'Occident est suffisamment carpette pour être totalement incapable de réagir, et ça se voit de plus en plus, mais ils iront au bout de leur logique. Donc, l'Occident, si vous voulez, est en grande difficulté économique, c'est-à-dire, comme je vous l'ai dit, nous avons une monnaie dégradée et nous sommes dépendants de nos approvisionnements manufacturés vis-à-vis de la Chine et de nos approvisionnements énergétiques vis-à-vis de l'Arabie Saoudite, du Qatar et de la Russie, avec une monnaie dégradée. Donc, on risque des pénuries. Nous sommes en très grande difficulté géostratégique parce qu'on voit bien, malgré tout ce qu'on vous rappelle, l'Ukraine est quand même en situation difficile. La Russie a réussi quand même à annexer une partie du territoire. Je suis persuadé qu'on n'arrivera pas à les dégager de là. L'Occident n'a pas montré des capacités de résistance ou une fermeté suffisante. Et la Russie s'incruste et s'enquiste là-dedans. Nous sommes en difficulté économiquement et géostratégiquement d'une façon inconnue depuis 70 ans. Dernière note, peut-être note d'espoir, sans déflorer votre prochain bouquin. Est-ce qu'il y a des pistes imaginables pour un sursaut de l'Occident? Et moi, la seule piste imaginable que je vois, mais je la vois bien quand même, hein, simplement, je considère qu'il y a une exception occidentale qui est liée, comme je vous l'ai dit, à son individualisme viscéral.
Et nous sommes une civilisation qui a des capacités de réaction et une vision que les autres n'ont pas, c'est mon point de vue. Et je pense que, en fait, l'espoir, je le vois là-dedans. Je pense que nous allons trouver la solution pour redevenir ce phénix que nous sommes depuis des siècles et des milliers d'années. Et malgré que je suis persuadé que nous allons vivre des années, peut-être même des décennies extrêmement difficiles, le retour de la grande histoire, qui est souvent l'histoire un peu tragique, nous sommes en passe de revivre ça, mais je suis sûr, moi, que l'Occident saura retrouver ses ailes du phénix et renaître de ses cendres, et que nous sortirons de cette nasse. Je suis en train d'écrire un livre sur les pistes pour en sortir. Olivier Piacentini, c'était passionnant de vous écouter. Merci pour cet ouvrage et nous attendons avec impatience votre ouvrage d'espoir sur la renaissance du phénix.